Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous vous portez du mieux possible en ces temps un peu particuliers. Depuis 2 ans quasiment, on peut dire que nous sommes dans une époque très particulière et qui ne s'arrange pas avec le temps. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour un conseil de lecture. C'est le troisième. En réalité, ça aurait dû être le suivant. Ou même, j'avais anticipé ce conseil de lecture, mais comme étant un des prochains, mais pas tout de suite. Je voulais pas le faire tout de suite parce que c'était pas le sujet. Je voulais être un peu plus varié, mais j'ai été obligé de le faire suite à obligé hein, entre guillemets. Mais je l'ai fait parce que j'ai eu, comme toujours, je rebondis sur ce qui se passe en temps réel, moi, dans la vie en général, et en particulier pour certaines de mes vidéos, ou des propos que je tiens, des sujets que je traite du moins, je le fais en fonction de ce qui peut arriver et qui n'était pas prévu, justement. Et là, en l'occurrence, c'est quelque chose, c'est des remarques, c'est des injures en réalité, et aussi une crasse bêtise étalée comme ça, comme pensant être une réalité, et qui en fait c'est rien d'autre que de la bêtise humaine faite abruti, parce que le type est un abruti, et je vais l'expliquer tout de suite. J'ai fait, suite à mon premier conseil de lecture qui concernait les pirates juifs des Caraïbes, j'ai fait une vidéo qui a été postée donc sur ma chaîne, c'était courant octobre, mi-octobre, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est le 22 octobre qu'elle est sortie la vidéo. Et donc je l'ai postée donc sur ma chaîne YouTube. Et en parallèle, comme ma chaîne elle est couplée avec ma chaîne Odyssée, bah, elle est d'office reprise sur Odyssée. C'est le principe d'ailleurs de la chaîne Odyssée, c'est la raison pour laquelle j'ai fait une chaîne Odyssée. Ça permettait de faire une espèce de copie de vos vidéos sur une autre chaîne, et il n'y a pas de censure sur Odyssée jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à nouvel ordre. L'avenir nous dira si les choses vont évoluer, mais c'est pas le sujet. Et donc sur cette vidéo qui était donc aussi reprise donc sur Odyssée, j'ai quelques abonnés, je dois en avoir 700, 800, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pas aussi populaire que YouTube, vous vous en doutez bien. Et j'ai parfois quelques commentaires, mais j'y vais pas souvent. Et donc, je sais pas, à un moment, je suis venu faire un check de mes vidéos et voir aussi éventuellement s'il y avait des commentaires et éventuellement y répondre. Et je tombe sur une réponse, à vrai dire, sur cette vidéo, donc Pirates Juifs des Caraïbes, une réponse, une remarque, je ne sais même pas ce que c'était. Et j'ai même pas compris le propos parce que c'était même pas le propos de la vidéo. J'ai un type, alors je vais vous l'afficher à l'écran tout de suite, vous allez savoir de quoi il parle. Alors je vais lire ce qui est marqué. Donc c'est un type qui s'appelle, je lis en même temps, hein, il s'appelle Blanc Démocratie. Bon déjà Blanc Démocratie, bon, non Blanc Démocrate, pardon, il s'appelle Blanc Démocrate. Donc ça lui fait plaisir de s'identifier physiquement et aussi au niveau comportementalement et on va dire idéologiquement. Bon, ça lui fait plaisir. Donc il me marque ça et je vous promets, à l'heure actuelle, il faudra peut-être que je réécoute la vidéo, le conseil de lecture, mais je vois vraiment pas ce que j'ai bien pu dire pour qu'il me dise ça. Je vous lis et vous le voyez à l'écran. Oui, bien sûr, les bougnoules consanguins et à 80 de QI, ils sont super intelligents. D'ailleurs, Périclès, c'était un bougnoul, hein, avec de sourires. Tocard va, il me dit ça. Je trouve ça génial. Donc ce gars-là me sort ça, je ne sais pas pour quelle raison il me dit ça, parce que pourtant ça s'appelait Pirates Juifs des Caraïbes, et à quel moment j'ai pu évoquer, je sais pas quoi, je ne sais pas quel rapport il a pu trouver avec le côté, donc je reprends ses propos, bougnoul. Abou Nioul, Abou Nioul, Aboul Lagnoul, c'est juste pour info, je répète à cet abruti, il y a plusieurs théories pour expliquer ça. Aboul Nioul, c'est Aboul Lagnoul. C'était comme ça que les tirailleurs sénégalais, en particulier les Sénégalais, qui disaient Aboul Nioul, ramène l'agnoul avant de passer au front. Ça, c'est une des explications qui est une des raisons du mot bougnoul qu'on a accolé aux basanés, aux bronzés, aux maghrébins maintenant, mais à la base, c'était tous les enfants de colonisés, en fait, tous ceux qui allaient faire de la chair à canon, entre autres, et qui voyaient leur pays se faire dépouiller par la société occidentale en général. Je ne mets pas que la France dans ce lot-là. C'est la société occidentale maçonnique. Je précise pour les coincés du HUC qui viendraient me faire des remarques. J'ai toujours précisé et j'ai jamais fait l'amalgame entre la population et les dirigeants. Mais toujours est-il que c'était ça la réalité. Comme dirait notre préféré véreux, le variant du mensonge, c'est ça la réalité. Et là, c'est pas dans nos hôpitaux, c'est dans nos livres d'histoire, qui sont bien sûr évidemment expurgés de tout ça. Évidemment, on n'en parle pas. C'est toujours les méchants sarrasins colonisables qui ont mérité leur colonisation. Et voilà. Et ce gars-là me sort ça, je comprends pas le rapport. Et donc je réfléchis, je me dis mais qu'est-ce qui lui arrive. Donc j'ai eu affaire, en fait je me suis rendu compte,
je me suis posé la question, est-ce que ce serait pas Maran San Giorgio qui aurait écrit, parce que c'est Maran San Giorgio, c'est typiquement ces théories. Donc les bougnoules consanguins, forcément, on fournit entre frères et sœurs, père et mère, fils et mère, je veux dire, et père et fils, père et fille. Évidemment, hein, on fait que ça. D'ailleurs, on est tous dégénérés, évidemment, et selon sa doxa et son paradigme haineux, en fait, il y a que des dégénérés sur cette planète, en particulier en Afrique, et en Occident, ils sont blancs, purs, propres, beaux, intelligents. C'est les meilleurs, c'est l'élite du monde. On le voit d'ailleurs, hein, on le voit maintenant là, hein, au summum de la technologie, du savoir, et on voit où ils en sont. Bref. Et ce dégénéré me sort ça sur cette vidéo qui n'a absolument rien à voir. Je ne sais même pas. Encore une fois, je répète, je ne sais même pas ce qu'il raconte. Bref. Donc par curiosité, je me dis bon, il a un grain, il est frustré, je ne sais pas. Je regarde sur sa page pour savoir à qui j'ai affaire en fait. Hein. Et puis je vois, donc qu'est-ce que je vois, je vous l'affiche tout de suite. Je regarde son onglet qui explique qui il est, son onglet qui s'appelle à propos. Donc je clique dessus pour voir à qui j'ai affaire. Hein. Et qu'est-ce que je vois? Il marque un blanc, européen et en faveur de la véritable démocratie directe. Bon, il est accroché sur la version grecque de la civilisation européenne. Vous savez, ça fait du bien de croire que tout vient de là, la civilisation, la démocratie, tout vient de là. Il n'y a rien qui existait en dehors. Dès qu'il y a la Grèce est apparue, européenne, évidemment, blanche. Et si on va pousser un peu plus loin, juste après, une fois que les religions révélées arrivent dans le bassin méditerranéen et surtout elles arrivent en Europe occidentale, chrétienne, voilà. Même si maintenant c'est que des athées, mais c'est pas grave, c'est chrétienne. Parce qu'il faut une opposition, on leur a dit, il faut être opposé aux musulmans. Donc c'est chrétien. Alors que c'était les plus grands des paganistes, les Grecs, mais c'est pas grave. Ils étaient tous dans la superstition, mais ça c'est pas grave, hein. On va dire que c'est pas grave, c'est des chrétiens. C'est comme ça qu'ils le voient. Hein. Faut pas toucher les églises. Hein. Ils prient pas, ils croient en rien, mais il faut pas toucher les églises. Bref. Et donc ce gars-là marque ça et il continue. Ok, je parle des juifs contrairement à la majorité qui se prétend résistants, informateurs ou dissidents. Je suis loin de l'écran, c'est pour ça que j'ai du mal à lire. Si t'es trop sensible, tu peux me censurer, petit golem goy. Voilà. Ouais, le genre d'abruti. Parce que c'est un abruti. Hein. Moi, on m'insulte, la barrière du respect, elle est passée. Hein. Alors, je suis pas dans l'injure, mais je suis dans la définition. Un abruti. C'est pas une injure parce qu'il porte bien son pseudo. C'est pas gratuitement que je dis abruti. En même temps, quand on me traite de dégénéré, en fait, d'abruti fini, de bougnoul, alors qu'il connaît même pas l'étymologie du mot, l'origine, d'où elle vient. Et encore, ça, c'est une version, ce que je vous ai donné comme raison. Après, vous avez aussi le principe des Bougnats, les Auvergnats qui travaillaient comme des chiens. D'ailleurs, quand ils montaient sur Paris, qui est monté s'installer sur Paris, il y a aussi des Bretons. Pas que, hein, mais les plus connus, c'était les Bougnats Auvergnats, qui avaient aussi beaucoup de cafés et des choses comme ça. Et avant, quand ils sont arrivés sur Paris, ils travaillaient comme des chiens. C'était des immigrés, hein, sauf que c'était immigrés d'un même territoire, mais d'une zone différente. Et on les appelait les Bougnats. C'est comme ça qu'on les appelait. Et le mot dérive aussi de bougnoul. Les Allemands, ils les voyaient, ils travaillaient comme des chiens, ils les appelaient les bougnouls. C'était une déformation. Ça, c'est une des versions. Il y en a plusieurs. Moi, je vous donne les versions. Il n'y en a aucune qui vient je sais pas, d'ailleurs, quand on dit bougnoul, il faudrait se regarder un petit peu dans le miroir avant d'utiliser des termes qu'on ne comprend même pas. Vraiment. Il y en a encore d'autres, hein. Je ne veux pas les chercher tous, mais c'est juste pour lui dire, il devrait se renseigner et puis après ne plus jamais utiliser ce mot. Ça évite d'avoir l'air con, sincèrement. Hein. Pour surtout accuser quelqu'un d'autre, parce que c'était les Allemands qui appelaient les Français comme ça. Une partie des Allemands qui appelaient une partie des Français. Je vous laisse regarder également sa page avec toutes les vidéos qui sont reprises. D'ailleurs, c'est juste une chaîne de reprise, il met des vidéos, mais c'est pas les siennes. Il utilise le travail d'autres, évidemment. Donc il parle beaucoup de judaïsme, il aime ça, il adore parler du judaïsme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a dû regarder mes vidéos sur les pirates juifs des Caraïbes. Je sais pas, ce qui a été dit, ça n'a pas vraiment dû lui plaire. Donc, pour ce blanc démocrate, hein. Moi, quelqu'un qui se qualifie par sa couleur de peau ou par son orientation sexuelle, je ne parle même pas avec ces gens. C'est une preuve de bêtise totale. Quand on a des pseudos comme ça et qu'on l'affiche et on fait croire que je ne sais quoi, c'est quoi, je sais pas, c'est pour s'identifier entre vous, c'est pour vous renifler le postérieur. J'ai l'impression que c'est un signe d'identification. C'est comme les animaux font, ils pissent dans un endroit où ils se reniflent le derche pour dire ah ouais tu t'appelles comme ça, d'accord. Mais tiens, t'as besoin de dire qui tu es, de quelle partie de quel groupe tu es, ethniquement, parce que c'est ça. Métis heureux, on va s'appeler comme ça, ou maghrébin résistant. C'est quoi ces noms à la con? C'est quoi le projet? Sectorisé sur sectorisé. On fait des sectes, on coupe, à la fin il reste plus personne. C'est des confettis. Donc je reprends ce que je disais, pourquoi j'en arrive à faire cette vidéo. C'est parce que dans sa citation insultante, il me cite à la fin, il me dit d'ailleurs Périclès c'est un bougnoul, hein. Donc c'est un grec évidemment, Périclès, et donc évidemment c'est pas un bougnoul, c'est un grec, c'est pas être qu'un européen. Donc il me dit ça pour me charrier, pour me dire t'as vu espèce de bourricot. À l'heure actuelle, j'ai toujours pas compris pourquoi il parle de ça. Hein.
Et je me suis rappelé, je me suis dit, mais Périclès, est-ce que j'ai vu son nom dans un de mes ouvrages? Et pas n'importe lequel, j'ai réfléchi, et j'ai souvenir d'avoir vu ce nom, de l'avoir stabilosé dans une... Parce que quand je lis un bouquin, je stabilose. Et après, ça m'est revenu. Et je me suis dit, en plus, le mec, il est con, parce qu'il tombe vraiment mal, là. Il tombe vraiment mal. Et donc, c'est dans ce bouquin que vous voyez là. La Cité d'Isis, c'est de Pierre Rossi. C'est un auteur, et je crois qu'il était corse. Si je dis pas de bêtises, je vérifierai plus tard, parce que des fois, je fais des recherches, après j'oublie. Il me semble que c'était un auteur corse. Il a fait plusieurs livres. Très, très grand auteur. Très, 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 très érudit. Et donc, c'est ce livre-là, donc le Conseil de lecture, que j'avais prévu de faire plus ou moins long dans quelques temps. Alors là, ça va lui arracher la gueule, parce que là, histoire vraie des Arabes. La Cité d'Isis, vous dites, bon, ok, c'est bien. Ça va parler de mythologie, de ce genre de choses. Mais ça va parler de tout, de plein de choses. Alors, donc j'ai fait une grande intro, donc je pense que je vais pas m'attarder 300 ans, donc c'est un conseil de lecture comme son nom l'indique, bah, c'est pour vous conseiller de lire cet ouvrage. Cet ouvrage, je l'ai découvert via Salim Laibi il y a, je sais pas moi, 4 ans, quelque chose comme ça, je l'ai acheté dans la foulée 3-4 ans, je sais plus. Donc je cherchais beaucoup d'ouvrages sur tout ce qui était ancienne civilisation. Alors je cherchais des ouvrages, comme toujours, je cherche toujours des ouvrages qui sont d'un point de vue narratif neutre. Si le gars est trop pris, a trop d'a priori et il parle d'un point de vue d'un camp, en général ça me fatigue vite et je lis pas ces ouvrages. Il y en a plein comme un conseiller. Mais après quand vous regardez un petit peu la façon dont il présente les choses, vous voyez qu'ils sont de parti pris. Ça m'intéresse même pas. Après, il y a des fois, c'est intéressant de savoir ce que dit un auteur avec son parti pris pour voir, pour vous donner une image de son univers mental et de ce qu'il retient de l'histoire par rapport à son attachement, par rapport à son camp, on va dire. J'aime pas ce mot, mais c'est comme ça. Ça peut être intéressant pour ça. Mais pour le reste, quelqu'un qui raconte un fait historique, s'il est de parti pris, ça va être galvaudé. Ça va toujours être à son avantage. Donc c'est pas intéressant. Il y a beaucoup de livres. Moi j'ai beaucoup recherché et essayé d'étudier toute l'histoire des croisades. Et il y en a beaucoup, c'est de parti pris. Donc, d'ailleurs, à ce propos, en parlant des croisades, je vous conseille une chaîne, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, que je trouve géniale, d'ailleurs que j'ai découverte il y a quelques années via mes recherches justement sur les croisades, et la piraterie aussi. Il s'appelle Hérodote.com, je crois. Hérodote.com, c'est un jeune homme 25-26 ans, super érudit, super humble, il explique bien, super intéressant. Je vous conseille de suivre sa chaîne, il doit avoir, je sais pas, 70-75 000 abonnés, quelque chose comme ça. Super intéressant. Très très intéressant, vous allez voir. Et lui, il est vraiment, c'est un neutre. Il est neutre et il est d'une grande honnêteté dans ce qu'il fait. Et donc je vous conseille vraiment d'aller voir ses chaînes. Il donne des conseils de lecture, c'est un littéraire, hein. Il parle, il sait de quoi il parle, hein. Il parle pas de n'importe quoi. Et il donne beaucoup de références, beaucoup d'ouvrages. Mais lui, il est spécialisé sur les croisades, sur l'Empire ottoman, et en particulier, entre autres. Donc, mais beaucoup les croisades, il a beaucoup parlé de ça. Et donc voilà, ce genre de personnes, voilà, il y a des gens qui sont comme ça, enfin il y a des auteurs, et celui-ci en particulier, pour moi, alors les gens vont dire oui, il est de parti pris, machin, il est pro-arabe, il est baboucholâtre, etc. Enfin, sincèrement, vous le lisez, vous allez comprendre que ça n'a absolument rien à voir. Il reprend un mythe, en fait, alors je vais vous lire, donc je vais déjà vous donner l'année, parce que le livre, c'est pour vous dire quelle année il a été fait, 1976. Donc il a fait d'autres ouvrages, comme par exemple celui-ci, je ne les ai pas lus, mais il faudrait que je me les procure à l'occasion, ou il faudrait que je les trouve déjà. L'Irak des révoltes, la Libye, la Tunisie de Bourguiba, de Suez à Aqaba, le pétrole arabe dans la guerre, les clés de la guerre et un soir à Pise. Donc ça c'est un roman par contre. Voilà, ça c'est ses ouvrages. Donc ça a été fait, donc je sais plus si c'est plus tôt ou après cette édition. Donc ce livre est très intéressant, très très intéressant. Alors qu'est-ce que je peux vous commencer? Par quoi je peux commencer? Il faut pas que je sois trop long dans ce que je dis. Je vais peut-être prendre sa préface. Une vision bornée de l'histoire nous a imposé d'en localiser les sources non loin de chez nous, dans l'aride péninsule hellénique et sur les misérables rives du Tibre, c'est en Italie. Les Européens réduisent volontiers les origines de leur culture aux cantons athéniens et romains. C'est là une appréciation erronée. Elle nous a été inspirée par des partis pris confessionnels et politiques. Il n'est guère douteux en effet que les historiens de l'Église catholique romaine, seuls maîtres durant plus de 1000 ans des archives de l'Antiquité, en ont orienté l'interprétation pour la plus grande gloire de l'Occident européen. C'est pourtant sous la lumière torrentielle de l'Asie, Mater Getium, et du ciel nilotique que s'est accomplie toute l'histoire de l'Orient et de l'Occident. L'Égypte et la Babylonie ont rassemblé les puissants effluves dont est née la grande civilisation arabe qui, depuis l'aube des temps, a étendu son savoir-vivre à l'ensemble des terres comprises entre l'Indus et le Tage, le Nil bleu et la Baltique. Athènes et Rome n'en furent que des reflets.
En rendant à l'Asie et aux espaces arabes leur juste place, en précisant honnêtement leur rôle dans l'élaboration d'une culture qui est la nôtre, nous souhaitons rétablir, par-delà les seuls Athéniens et Romains, les liens de parenté qui ont uni l'Europe à un ensemble de dimensions singulières, singulièrement plus vastes, où se liront mieux les lignes de son avenir. L'Europe n'est ni le centre du monde, ni le miroir du souverain bien. Fille de l'Orient afro-asiatique, elle ne représente dans cet océan d'espace et de temps qu'une région où s'exercent des forces dont la puissance l'entraîne, tout comme elle entraînait autrefois les Césars. Mais les préjugés demeurent, mais un enseignement doctrinaire fausse nos jugements. Mais les images dont nous sommes hantés ont pris la place de l'évidence. Nous croyons que les cours d'histoire que nous suivons dans nos écoles sont identiques à ceux que professent le Caire, Téhéran, Kaboul ou Calcutta. Ce n'est pas vrai. Sur cette illusion, nous n'en avons pas moins établi nos prétentions à régenter les nations non occidentales. Quand nous aurons appris à peser l'exact poids des mondes qui nous entourent, nous découvrirons peut-être, outre la vraie fraternité, tout à la fois nos horizons et nos limites. Prestige du verbe, orgueil de soi, volonté de surélévation, lorsque nous avons prononcé le mot Occident, nous avons tout dit, comme si l'Occident était autre chose que la pente déclinante de l'Orient. Quant à l'univers arabe, et il s'agit bien d'un univers, nous en avons ramené les frontières à 2 ou 3 arpents de désert infécondés où flotteraient quelques résidus de mythes. Nous l'avons rabaissé, caricaturé, presque entièrement enterré. Or le voici qui remonte à la réalité de la vie. Il est temps de nous apercevoir que si notre Occident est plaisant, riche, beau, encore ordonné, il le doit aux grands empires arabes qui ont créé les conditions d'un tel bonheur. Nous sommes semblables à ce coquelicot d'Omar al-Khayyam qui puisait sa pourpre au sang d'un empereur enseveli. Je pense que l'introduction, elle est suffisamment claire pour expliquer et résumer en grande partie ce qu'il va y avoir dans cet ouvrage. Nous avons dit que la première version de la Bible juive se présente dans un texte grec tel qu'il fut composé à Alexandrie au IIIe siècle avant notre ère sous le règne de Ptolémée III, en même temps que furent collationnées les œuvres homériques, épiques ou ésotériques que la tradition nous a transmises à peu près intactes. Donc je poursuis. L'Égypte est donc la mère de l'Ancien Testament. Un même esprit arabo-hellénique a présidé à l'épopée de David et d'Achille. Tout lecteur attentif s'en apercevra aisément. Comme il fallait s'y attendre, l'indiscutable originalité du texte grec dit des Septante, qui est à la source de la tradition juive, gêne les hébraïsants qui s'obstinent à n'y voir que la traduction ou l'adaptation d'une première version en langue hébraïque. Rien n'est venu jusqu'à ce jour confirmer une telle hypothèse. C'est seulement à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ qu'on se décida à rédiger en hébreu la tradition juive jusqu'alors formulée en arabo-araméen. On fit appel pour la circonstance au syriaque, tel qu'il est encore enseigné aujourd'hui. Quelques fragments hébraïques figurent bien sur le papyrus Nash, remontant au 1er siècle avant Jésus-Christ, mais on en discute encore, et il est probable que les signes sont du néo-phénicien. Le texte hébraïque de la Bible juive ne sera fixé que fort tardivement, entre le 9e et le 10e siècle de notre ère, par des savants de l'école de Tibériade nommés Mazorètes, qui utilisèrent 4 sources, le texte grec, les Septante, la Vulgate latine de Saint Jérôme, les Targumim en araméen et enfin les éléments syriaques. Il y a quelques années, beaucoup de bruit a été fait autour de la découverte des manuscrits de la mer Morte à Khirbet Qumran. Nous étions alors en pleine action sioniste en Palestine, aux Nations Unies et dans l'opinion. Il y avait intérêt à chercher une justification biblique à l'entreprise militaire. Donc là, vous voyez déjà, il pose les choses clairement. Alors, pour info, là, je sais que les remarques vont venir souvent, ce livre n'a aucune note de bas de page. Il envoie à aucun... Tout est dans le corps du texte. Quand il fait des références à des ouvrages, à des auteurs, à des choses, c'est tout dans le corps du texte. Il n'y a aucune note de bas de page. Donc c'est là-dessus qu'on va l'attaquer, en fait. On va dire, ouais, mais il n'y a pas de note de bas de page, il n'y a pas de référence. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Je vous conseille vraiment, si vous voulez démonter ses propos, c'est de passer une bonne partie de votre vie à étudier, à lire beaucoup de livres, énormément de livres, à voyager aussi, à aller sur place là où dont les cités, les villes et les civilisations qui sont évoquées, d'aller voir sur place là où elles ont existé, et d'aller sur les lieux, les vestiges, et puis surtout, ensuite, vous allez passer au moins 2 vies, je pense, on n'a pas le temps, et surtout ensuite vous démontez, vous prenez tous les textes qui sont inclus dans cet ouvrage, toutes les informations, et après vous allez recouper vos infos dans la littérature. Vous allez voir que vous allez avoir du mal à le démonter. Et ces propos sont juste son introduction, vous l'avez entendu. Son introduction est claire et nette. Il ne renie pas les choses, il les complète et il les éclaire sur des choses qu'on a volontairement occultées. C'est pas tout à fait la même chose. Et l'occultation dans la société occidentale, ça revient à un mensonge.
Mensonge par omission. On a voulu cacher les choses parce que ça changeait la réalité du dogme dans lequel nous sommes. Le paradigme occidental, il a besoin d'être validé. Et tout ce qui pouvait l'obstruer, il a été mis sous le boisseau, comme dirait l'autre, il a été caché, il a été dissimulé, et lui, simplement, il révèle, il remet sur la table, il dit voilà, il y a ce document-là, il y a cette histoire-là, il y a ça qui est arrivé. Ça éclaire différemment les choses, vous en conviendrez. C'est le principe du mensonge. Hein. Donc voilà, je disais qu'il n'y a pas de note de bas de page, il n'y en a pas, et ça peut choquer beaucoup de gens. Mais cherchez, vous allez voir, ça va être difficile de le démonter. Quant à la langue hébraïque moderne, elle est une invention dictée par les circonstances à Eliezer ben Yehuda. On peut pas faire mieux, Ben Yehuda, qui veut dire juif, hein, Yehud, qui publia entre 1910 et 1922 un dictionnaire commandé par le mouvement sioniste mondial et destiné à procurer une sorte d'espéranto aux juifs du monde appelés à émigrer en Palestine. Elle est donc un instrument politique. On le savait, mais là il explique très très bien, voilà. Vous savez comment on crée les choses, comment on fait croire les choses. Et les meilleurs falsificateurs, les meilleurs occulteurs, c'est les sionistes. Ils ont créé un mythe, une histoire totale. Les croisades que devait entreprendre plus tard la puissance pontificale contre l'Orient n'étaient pas seulement dirigées contre l'islam, mais bien contre tous les systèmes religieux ou philosophiques inspirés directement de la pensée arabe, tels qu'ils animaient l'Orient ou tels que les avaient adoptés certaines sociétés d'Espagne, de Russie ou de France méridionale. Les anciennes chroniques, attention vous allez saigner des dents, nous apprennent qu'on appelait arabes les Aquitains, les Basques, les Andalous ou Castillans, peu touchés par le christianisme trinitaire et ouverts tant au judaïsme qu'à l'islam. Là, ils doivent signer des dents. Et je vous promets que c'est une réalité. Vous allez voir, vous allez chercher. Il y avait des califats musulmans dans le sud de la France. Hein. Il y en avait. Je ne parle même pas de Carcassonne et de Narbonne. Il y en avait jusque dans le Var. La vallée des morts, le massif des morts, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Je l'ai redit, mais je le répète encore. La ville de Ramatuel, ça veut dire Rahimatullah. C'était une communauté musulmane. Et il y avait des musulmans de souche méridionale, si vous voulez. C'était pas des immigrés. Il y avait très peu il y avait des échanges, mais il n'y avait pas de population qui venait s'installer, à part des comptoirs. Et donc il y avait des intervenants comme ça, mais il restait quelques années, il ne faisait pas souche si vous voulez. Et l'islam est arrivé et s'est installé avec des gens du pays qui sont convertis. On a retrouvé des vestiges de cimetières musulmans alors qu'à la base, parce qu'on a retrouvé les tombes tournées vers la Mecque avec le rituel classique du musulman, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... C'était juste la toge, enfin le tissu simple, non cousu, il n'y avait pas de cercueil, il n'y avait rien du tout, et tourné, orienté vers la Mecque. Donc, et en France, hein, c'était pas des blagues, ça, il y en a plein. On a trouvé des monnaies arabes, on avait vu qu'il y avait des gens qui travaillaient, qui étaient installés ici, qui vivaient ici, et qui avaient un culte musulman, il y avait des vestiges de mosquées, etc. Mais tout ça, ça disparaît, ça compte pas. Donc on va vous faire croire que c'est quelque chose d'ailleurs, l'islam est arrivé récemment, et c'est une hérésie, et qui vient s'incruster ici comme un cheveu sur la soupe, alors que c'est bien plus ancien que ça, et c'était pas des invasions. Mais ça fait mal au huc. Et donc là, les gens, ils pensent, ils oublient ça. Autre question troublante, ces autres juifs, les apôtres, qui ont rédigé les évangiles à partir de l'an 70 ou 80, pourquoi ne mentionnent-ils nulle part un événement dont on nous dit qu'il a secoué la société juive, la destruction du temple par Titus en l'an 70 précisément? Pourquoi de son côté Flavius Joseph ne parle-t-il qu'accidentellement de Jésus de Nazareth? Autre interrogation, tout aussi grave, les premières métropoles chrétiennes ne furent ni Jérusalem ni Nazareth, mais les grandes capitales arabes de l'époque. Philadelphie, c'est pas aux États-Unis, vous en doutez, c'est en Jordanie, Amman, c'est l'enseignement le nom d'Amman à l'époque romaine. Ptolémaïs, Sardes, Pergame, Damas, Smyrne, Éphèse, Laodicée. Pourquoi l'Apocalypse, qui est une lettre de révélation, j'ai du mal à lire, excusez-moi, du grec, fut-elle adressée à la fin du 1er siècle aux 7 églises arabes d'Asie. Celle-là même exactement qui abritait les grands cultes d'Isis, de Baal, d'Orphée. L'Apocalypse contient une imprécation contre ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui appartiennent à la synagogue de Satan. Étrange aussi la déclaration de saint Paul qui appelle Israël l'ensemble des croyants, ajoutant pour épaissir l'énigme, ceux qui descendent d'Israël ne sont pas tous d'Israël. Les évangiles disent aussi qu'il y avait des Grecs qui montaient adorer à Jérusalem. Que signifie en l'occurrence grec? Que signifie juif? Non, décidément, rien n'est simple dans ce jeu de terminologie et il faut penser sérieusement à nous défaire des habitudes prises concernant l'exclusivité de notre prétendu héritage judéo-chrétien. Il en vient. Cessons de nous en prévaloir, invoquons plutôt la tradition gréco-asiatique. Y a-t-il une meilleure façon d'échapper aux fausses catégories que sont l'arianisme et le sémitisme? Quant au judaïsme, orphisme, christianisme, manichéiste, islam, gnose innombrable, les gens d'autrefois les considéraient comme des éléments d'un ensemble indivisible.
L'échange des dieux et des anges s'opérait aisément pour la simple raison que ces gens d'autrefois étaient profondément des croyants. Et c'est bien sans doute parce que nous ne le sommes plus que nous nous attachons furieusement à quelques points de dialectique auxquels nous avons réduit la religion. Je ne vais pas poursuivre parce que c'est tout long, c'est que des infos comme ça. Vous allez avoir mal à la tête. Et c'est frappé du bon sens, c'est frappé de... Il est très perspicace, il va à l'essentiel, il est très pragmatique également, etc. Alors je relis un petit peu des trucs sympathiques, je vais en arriver dans pas longtemps, je vais juste finir par notre cher ami, le bousseux des alpages, là, notre cher blanc démocrate, juste pour finir un peu, parce que c'est un peu à cause de sa ganache que je le fais en fait. Hein. Puis après, mais je pense que s'il prend ça, c'est comme s'il faisait une chimio. Il faisait une chimio, mais sans avoir de problème de cancer, rien du tout. Il fait une chimio, il va perdre tous ses cheveux, il va perdre 40 kilos. Lire ce bouquin, pour lui, c'est une chimio, c'est l'équivalent. Ça va être violent. La religion révélée aux prophètes était conforme à leur entendement. N'étant ni une innovation insolite ni une révolution, elle accomplissait simplement les traditions et les écritures précédentes. Elle ne niait ni ne reniait, elle intégrait. Là, il parle d'islam. La révélation du Coran, excusez-moi. Les spiritualités de l'Orient multiples en apparence, mais en essence, elle les résumait en un acte de foi unique sur l'unicité de Dieu. Le Coran n'ajoute pas, il totalise. Le Coran ne discute pas, il conclut. Il ne divise pas, il rassemble. À proprement parler, il n'est point une religion nouvelle. J'y reviendrai juste après. Il clame la soumission au Dieu de toujours, présent au passé comme à l'avenir, seul, immuable et incréé, remplissant l'univers. Ce n'est certes point là une conception née de l'écho d'un coin d'un désert, mais bien la quintessence d'une méditation portée de siècle en siècle au travers de plaines nilotiques, cananéennes et mésopotamiennes, j'arrive pas à le dire décidément. On y retrouve la cosmogonie chaldéenne, la résurrection égyptienne ou chrétienne, l'espérance apocalyptique qui, avant de résonner dans la bouche de saint Jean, avait déjà été entendue des disciples de la gnose. L'islam n'a donc nullement surpris les peuples de l'Orient, il les a éclairés, ce qui est différent. Point n'a été besoin d'épée ni de persécution pour les convertir. Ils étaient naturellement conduits à l'islam par la pente de leurs croyances ancestrales. Non seulement les juifs et les chrétiens, mais encore les mages, les grecs, les adorateurs de diverses divinités y ont reconnu une parole qui ne leur était point étrangère. Pas plus que l'islam n'a eu à conquérir de haute lutte l'opinion, les Arabes n'ont eu à conquérir militairement l'Orient et la Méditerranée où ils étaient chez eux depuis les temps reculés. En revanche, ils ont culturellement conquis l'Occident, on dit bien culturellement conquis l'Occident européen, et par voie de conséquence l'Occident américain en y introduisant leur religion, leur philosophie, leur esthétique. Vaste entreprise dans laquelle ils eurent pour alliés et intermédiaires l'hellénisme et le rejeton étrusque, levain des sociétés italiques. Durant longtemps, c'est à l'hellénisme seul qu'on attribua cette initiation culturelle sans mesurer le miracle que cela aurait supposé, sans voir non plus que la Grèce n'était qu'un balcon et une annexe de l'édifice arabe de l'Orient, ce que les Grecs reconnaissaient eux-mêmes parfaitement. Donc je reviens, j'avais oublié, sur l'islam, ce n'est pas une nouvelle religion. L'islam n'est point une nouvelle religion. Et c'est ce que même les musulmans, ils ont tendance à l'oublier, ou ça doit leur échapper, je ne sais pas. L'islam n'est pas une nouvelle religion. L'islam est la religion unique de l'humanité, la première à avoir été professée. C'est le Coran qui a été révélé en 600, enfin, qui a été parachevé en 622 sa révélation. Mais il n'a pas été, c'est pas une nouvelle religion. Le Coran n'a pas fondé une nouvelle religion. Là, ce qu'a écrit Pierre Rossi, c'est juste magnifique. Les musulmans devraient en prendre de la graine. Et les non-musulmans devraient comprendre que c'est ça, l'islam. Tout le monde connaissait. C'est une mise à jour, on l'a expliqué, tous ceux qui sont musulmans ont dû le répéter 1000 fois. Aux non-musulmans qui nous expliquaient vous êtes la dernière religion arrivée, vous êtes les derniers de la classe, donc vos livres c'est juste des pâles copies de ce qui se faisait avant et tout. Non, le résumé je ne vais pas répéter encore, mais là c'est juste magnifiquement expliqué sur l'origine de l'islam et comment les gens ont accepté ça, et tous, pas seulement les musulmans, parce que vous pensez bien que les arabes, pas seulement les musulmans, pas seulement les arabes, vous pensez bien qu'à l'époque où le Coran a été révélé, il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, il y avait des centaines, des milliers de croyances, de religions, de spiritualité. Il y avait de l'athéisme, du paganisme, des animistes, il y avait des zoroastriens, des mazdéens, des, forcément des juifs également, et des chrétiens, et tout un tas d'autres choses. Il y avait donc, voilà. C'était un vrai melting pot religieux et ethnique également dans tout ce bassin méditerranéen.
Et pourtant, ils se sont convertis en masse, parce que ça leur parlait, parce que ça leur évoquait des choses, et parce que c'était un message rassembleur. Il ne concernait pas qu'une communauté, c'était l'humanité entière. Et c'est pour ça que ça s'est vite, s'est propagé l'islam très rapidement. C'était un miracle de cette façon. C'est un des premiers miracles de l'islam, c'est que ça s'est propagé très rapidement à des sociétés totalement différentes au niveau structurel, confessionnel, tout simplement. Comment vous pouvez faire ça en très peu de temps, surtout à l'époque, avec les moyens, c'était au 6e siècle. Comment vous voulez que vous pouvez pas convertir des gens avec la force de l'épée, c'est impossible. Une fois que vous avez fini votre pouvoir, ils redeviennent ce qu'ils étaient avant. Une fois qu'il n'y a plus l'oppression, une fois que l'épée est tombée, il n'y a plus possibilité d'exercer une confession de force. Et la logique, elle est là, c'est que la plupart des pays ont fait le choix, les sociétés ont fait le choix de se convertir elles-mêmes, et ensuite elles le sont restées. Et donc, ouais, ça c'est des mythes aussi, c'est toujours pareil. Donc Pierre aussi, magnifiquement, il explique ici même. Athènes reconnaît comme fondateur Éréché. Je suppose que ça se prononce comme ça, je ne sais pas trop le dire. Venu d'Égypte pour introduire en Attique la culture du blé, il aurait sauvé le pays de la famine. Le nom même de l'Attique est arabe. Il signifie soit ancien antique, soit, donc ancien ou antique, soit il est par exemple un prénom de femme plein de sagesse, la fameuse Sophia. C'est grâce à l'argent lydien, donc c'était en Turquie, la Lydie, que fut installée la démocratie aristocratique des Alcémonides, illustrée par Périclès. Périclès? Mais c'est pas lui là Hein, Périclès, c'est pas un bougnoul par hasard, il a peut-être un moins de cul de vin. Ton Périclès là, il est mis en place par fondateur venu d'Égypte. Égypte. Alors on va me dire c'est pas des Arabes. Si vous voulez, c'est pas les Occidentaux non plus. C'est des Moyen-Orientaux, c'est des Levantins, c'est ce que vous voulez. C'est tout sauf ce que vous êtes vous, les racialistes haineux, ceux qui font des amalgames avec des QI de moins 80, les bougnoules, ceux qui nous appellent les bougnoules, qui pensent qu'ils sont au-dessus parce que génétiquement différents, donc forcément au-dessus. Je sais pas, il y a une doctrine qui s'appelle, je crois, hein, je suis pas sûr, le nazisme. Ce qu'on a appelé le nazisme, cette création totalement faite par les... Je vais pas parler dessus, je vais pas parler de ça, ça va encore choquer plein de gens, etc. Bon bref, c'est du côté occulte de la force et on a des contacts avec des forces, des entités démoniaques qui vous donnent des idées sur la supériorité des races, parce que Satan est le père du racisme, n'est-ce pas? Et ceux qui le suivent, ils ont cette empreinte racialiste. Et il y a un peuple comme ça qui c'est la filiation raciale, c'est la mère qui propose, vous savez. Et ils ont la cabale aussi, c'est un contact avec les entités occultées. Et ils échangent des procédés pour écraser les gens. Évidemment, ça marche toujours, hein, ça a toujours marché. Donc ils viennent de là. Sa société grecque, elle vient de ton Périclès, là, cher ami. Il a été fondé, ça montre son univers, son appellation. Ça vient de nos amis les Égyptiens, n'est-ce pas? Thébès fut fondée par le Cananéen Cadmos, originaire de Sidon. Tout ça, c'est les Cananéens, c'est la Palestine. Originaire de Sidon, je crois que c'est au Liban actuel, je crois. Dont son père, Agénor, était le roi. La mère d'Agénor s'appelait Libye. Hein, ça vous dit rien, la Libye? Pélope, pardon, fils de Tantale, a donné son nom au Péloponnèse. C'est en Grèce, une région de la Grèce, la Péloponnèse. Né en Anatolie, c'est en Turquie actuelle. Il s'installa dans la péninsule grecque avec un groupe de compagnons phrygiens, comme les bonnets, vous savez, dont on montrait encore un tombeau en Laconie. Un message laconique, c'est une région encore. À l'époque historique, une tradition très vivante du temps de Flavius Joseph, ne fait-elle pas des Spartiates les parents des Araméens? Parmi les listes des rois d'Argos figure un certain Abbas, nom arabe s'il fut. On le disait fils descendant d'Égyptos et de Danaos. Ce dernier, un des personnages les plus étranges de la légende grecque, fut le roi de la Libye avant de s'en échapper sur l'avertissement d'un oracle. Long, inépuisable serait le catalogue des héros éponymes que les Grecs sont allés chercher entre le Nil et l'Euphrate. Il n'est pratiquement aucune cité grecque, sicilienne ou italique qui ne se pare de la gloire d'un aïeul asiatique. Il y a trop de trucs. Sincèrement, je peux pas poursuivre à le lire tout entier. Je peux pas. Il y a des moments, j'ai arrêté de stabiloser. Il y a des trucs que je voulais vraiment pas parce que c'était. Il y en a partout. Il y a vraiment. Et encore, moi, je le relise. Si je le relis encore une fois complètement, je vais trop en mettre. J'ai sauté plein de trucs exprès parce que je voulais pas le saboter. Ce livre-là est juste. Il remet vraiment les choses en place. Vous avez une vision occultée comme ça, mais il vous l'élargit et il vous dit voilà l'histoire générale de cette société, civilisation européenne, comment est-ce qu'elle a hérité, d'où elle vient, qui elle est ce qu'elle doit aux autres.
et les autres, ce qu'ils doivent également aux autres, et ainsi de suite. Il ne dit pas que les Arabes sont le centre de la civilisation, et c'est eux qui ont ensuite semé ça en Occident, absolument pas. D'abord, c'est pas arabe, c'est une zone géographique et d'influence, et qui elle-même a été influencée par les zones asiatiques et africaines également, et d'autres encore de populations, les Perses, etc. Et une civilisation est grand espace géographique. C'est tout ce qu'il dit, il synthétise à l'Extrême-Orient, l'Orient, le Moyen-Orient, tout ça, il fait une synthèse. Et c'est un jeu de cartes qui est passé, un jeu de dominos, si vous voulez. Ça fait une civilisation qui a donné la suite à la civilisation d'à côté, qui elle-même a passé le relais à l'autre civilisation. Et chacune amalgame ce que l'autre avait, elle en rajoute et elle repropose à l'autre qui ensuite elle-même fait la même chose. Et donc à chaque fois il y a des plus-values et à la fin ça arrive. Et celui qui a tout emporté à la fin, c'était l'Occident. Mais il a tout mystifié à la fin puisque c'est le dernier. C'est le vainqueur. Pourquoi il est vainqueur, ça c'est une autre histoire. Et malheureusement, on est à la fin d'un cycle, hein, n'est-ce pas? Et il parle des cycles, il parle des traditions, il parle que de ça. C'est que ça, le bouquin, c'est que ça pendant, je sais pas, 250 pages. Donc, je pense vraiment que ce bouquin, il mérite. Il fait combien de pages? 250. Ouais, 250, 248 pages. Je vais vous faire la table des matières hein, pour savoir de quoi il en retourne. Puis après, je pense que ce sera pas mal. Donc, des pyramides à la chapelle Médicis, 5 mers, 5 fleuves, 5 empires, les 7 planètes, les divines leçons, astronomie et art de vivre, le grand roi araméen, Ptolémée et Séleucide, adversaires héréditaires, Rome, colonie égyptienne, Byzance et les guerres saintes, la paix de l'islam. Spécial dédicace à Périclès, je vais l'appeler comme ça, notre cher Périclès. Hein. Donc voilà, alors il coûte pas une fortune non plus, hein, j'ai pas les prix, en plus à l'époque c'est une version de 76, donc c'était en francs. Mais moi je l'ai acheté, ouais, j'ai dû le payer toujours pareil, entre 10 et 15 euros, c'est un format, je sais pas, c'est classique, c'est pas un grand livre, mais c'est un livre normal quoi. Passez une bonne journée, faites attention à vous, méfiez-vous des contrefaçons, comme disait Karl Zéro, et méfiez-vous donc de ceux-mêmes qui vous disent de vous méfier des contrefaçons, à commencer par Karl Zéro, qui n'est pas proprement parlé d'une contrefaçon. Enfin, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Si vous me connaissez un peu, vous savez pourquoi je dis ça. Et puis également, méfiez-vous de moi, puisque moi-même, je vous dis de vous méfier de ceux qui vous disent de vous méfier de ceux qui vous disent de vous méfier. Hein. On va se faire le serpent qui se mord la queue, l'effet miroir, l'autre qui se regarde dans un miroir, et on pète un plomb. Évidemment, si je charrie. Faites attention à vous, et que Dieu vous garde.